Bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le Presse Club a choisi d'échanger avec vous tous sur un thème évidemment qui nous tient à cœur, qui est la place des femmes dans les médias. Donc nous recevons aujourd'hui Céline Pigalle, qui est directrice de la rédaction de BFM Télé. Merci d'être parmi nous. Françoise Marchetti, qui est productrice, qui est directrice générale de Spica Presse, qui est une société de production, et qui est surtout parmi nous aujourd'hui parce qu'elle est secrétaire générale de l'Association pour les femmes dans les médias. Et Valérie Tandeau de Marsac, qui est avocate, qui est docteur en sciences de gestion, spécialiste des entreprises familiales et qui, elle, est parmi nous aussi ce matin en tant que présidente de Vox Femina. Merci aussi d'être parmi nous. Et il nous manque Alexandra Usan, que je vous avais annoncé, qui est sur France Info Télé, qui, compte tenu de l'actualité, vous imaginez bien, elle a été retenue à la rédaction, donc je vous demande de bien vouloir l'excuser. Avant la crise sanitaire, la place des femmes dans les médias progressait, lentement, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais elle progressait significativement. Mais depuis, il y a une constante qui s'impose un peu. Les femmes sont toujours peu et mal représentées dans les médias, qu'elles soient journalistes ou qu'elles soient expertes, invitées, ou même que l'on parle d'elles dans les sujets qui sont évoqués dans les médias. Un rapport du ministère de la Culture a montré assez récemment que les journaux consacrent une place prédominante aux personnalités hommes dans leur contenu, et que la parité n'est pas non plus atteinte dans les entreprises médiatiques. Donc on va en parler avec nos invités. Donc même si la mentalité change, je pense qu'on peut dire, et surtout celle des femmes d'ailleurs, qui sont de plus en plus nombreuses à assumer leur légitimité, on en parlera sûrement avec Françoise, on en est encore qu'aux prémices. Je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui, même si les choses évoluent, notamment à BFM Télé, où je sais que sous l'impulsion de Céline, les choses ont beaucoup voir déjà. C'est beaucoup une entreprise jeune et qui a fait beaucoup sur ce sujet. Alors la première question que j'ai envie d'ailleurs de vous poser, Céline, c'est la féminisation des rédactions. Est-elle une réalité ou une utopie? Comment ça se passe chez vous et quel regard vous portez sur les autres rédactions? Non, je pense que c'est une réalité. Je pense que les choses ont considérablement avancé. Au fond, je l'ai d'abord expérimenté par moi-même, parce que j'ai commencé à travailler il y a 25 ans, et entre ce qu'on voyait dans les rédactions il y a 25 ans et ce qu'on voit aujourd'hui, les choses ont massivement avancé. On se disait tout à l'heure, en discutant, au fond, quand vous pensez qu'en 1965 seulement, les femmes ont eu le droit de travailler sans demander soit à leur père, soit à leur mari, finalement, on peut quand même considérer qu'on a vécu un mouvement vers l'avant absolument exceptionnel. Moi, je veux d'abord retenir ça. Et dans les rédactions, voilà, ces 25 dernières années, les 25 dernières années de mon parcours professionnel, j'ai vu les choses changer. Et donc, je le disais, à BFM TV, qui est une chaîne relativement jeune, hein, puisque la chaîne a 16 ans, l'arrivée d'une nouvelle génération qui ne voyait pas quel était le sujet, a fait qu'un peu naturellement, et encouragé par la direction du groupe, par la direction de la chaîne, les femmes ont pris des places équivalentes. Quand je suis arrivée à BFM il y a 5 ans, toutes les chefs de service étaient des femmes. Donc voilà, c'est assez imparable. Ce qui est significatif, parce que dans les autres rédactions... Voilà, c'était la chef du service politique, la chef du service culture, la chef du service police-justice, voilà. Et il y avait des rédactrices en chef, enfin voilà. Ensuite, ce travail n'est pas achevé parce que dès que vous relâchez un tant soit peu l'attention sur le sujet, au fond, le fait que ce soit une rédaction neuve et jeune et qui entrait dans la partie a fait les choses un peu naturellement. Elle sortait des écoles de journalisme au même titre que les jeunes garçons, et donc elles ont pris les positions et elles ont avancé en même temps qu'eux. Ce qui veut dire que vous pensez que dans les rédactions plus installées, oui, c'était plus difficile parce qu'il y avait des gens qui détenaient des positions et qui avaient plutôt envie de les conserver. Et donc, ce mouvement, cette évolution, elle était plus dure, plus difficile à mettre en œuvre. Je pense que le fait que ce soit une rédaction neuve a contribué à ce qu'elle trouve des places qui n'étaient pas encore occupées par d'autres. Après, il reste, et c'est ce qu'on a constaté, vous le disiez, notamment à la faveur de la crise du Covid. Là, je m'éloigne un tout petit peu du seul sujet de la constitution des rédactions, que dès qu'on est dans des moments de crise, dès qu'on est dans des moments compliqués, les femmes ont plutôt tendance à se retirer. Et c'est vrai qu'on a observé ce phénomène de manière assez étonnante. Quand la crise du Covid a commencé, il y avait beaucoup à faire au foyer, il y avait beaucoup à faire pour s'occuper de l'école à la maison, il y avait beaucoup à faire, et d'un seul coup, toutes les femmes expertes ont quitté les plateaux.
Il y avait mille autres raisons, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc ce que je veux dire, c'est que, et c'est la même chose dans la rédaction, le fait de vieillir aussi, c'est-à-dire qu'à 25 ans, vous avancez dans une rédaction, à 30 ans aussi, et puis de façon très mécanique et très simple, la vie fait que les enfants arrivent, la charge familiale pèse encore plus largement sur les femmes. Elles-mêmes, sans doute, ont du goût aussi à prendre leur part dans ce foyer auprès des enfants. Et tout ça mis bout à bout fait que si on n'y veille pas, et puis aussi par construction sociale, elles sont moins dans des situations de se mettre en avant, de demander des choses, de dire qu'elles ont les qualités pour. Et donc en fait, si vous perdez de vue ce critère, et si vous ne vous dites pas, tiens, j'ai 3 personnes qui sont candidates, ce sont 3 hommes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'au moins, dans le panel des candidatures, on peut trouver une femme? Si vous ne veillez pas à ça, un peu mécaniquement, on revient à l'ordinaire. Ouais. Voilà. Dans les rédactions, comment c'est vécu Est-ce que c'est vécu comme une contrainte ou comme une opportunité d'avoir des femmes à des postes comme chef de service En l'occurrence, je pense que c'est vécu comme une nécessité avant toute chose. Aujourd'hui, ça paraît normal que ça se passe comme ça et d'y veiller. Donc là-dessus, il y a quand même un consensus. Donc c'est déjà très important. Ensuite, on continue malgré tout d'entendre, oui, mais bon, avec leurs enfants, là, c'est quand même tôt, tard, c'est moins pratique, il faut quand même veiller, parce que bon, voilà. Donc, ça peut quand même un peu, voilà, tout n'est pas réglé, ni dans le discours, ni dans les faits, ni dans les gestes, ni dans, voilà, au fond, pour moi, c'est le sujet le plus important. On a fait des grands progrès, mais rien n'est absolument inéluctable, et si on ne veille pas à la fois à avoir des actions pour faire en sorte que ça continue, et aussi à encourager les jeunes femmes, à les accompagner, et à leur dire que ce sera globalement quand même moins simple pour elles, il faut être réveillé à ça, il faut le savoir. Si on se dit que le sujet est réglé, et que donc un peu mécaniquement les choses vont se faire, on va au-devant de certaines déconvenues. Françoise, dans les sociétés de production, comment ça se passe? Alors, nous, on a la particularité dans celle que je dirige pour le compte de Patrick Spica, d'avoir beaucoup de femmes réalisatrices. Mais c'est aussi lié à la thématique qui est traitée dans la société. C'est-à-dire qu'on fait très confiance à des femmes quand on parle d'animaux, de sujets sociétaux, etc. Donc ça se fait assez naturellement. Après, je ne vais pas parler pour les autres sociétés de production. D'ailleurs, est-ce que c'est normal? Assez viriles en général. Est-ce que c'est normal qu'à partir du moment où on se dit tel sujet, c'est plutôt un sujet féminin? Ce qui est pris est pris. mais c'est pas normal. Mais ce qui est pris. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y a encore 25 ans, c'était déjà le cas. Il y avait assez peu de femmes. D'ailleurs, je suis aujourd'hui particulièrement pour l'association pour les femmes dans les médias et qui a été créée par des femmes journalistes qui ont été un peu nos mentors. Hein, puisque donc Françoise Laborde. Françoise Laborde, Catherine Nel, il y avait Ruth Delcrief. Et elles ont quand même un peu ouvert les portes pour notre génération. Et nous, on essaye d'ouvrir les portes pour les générations futures qui, elles, se sont déjà débarrassées de ces problématiques. Les jeunes nous disent, mais c'est encore un sujet? Ben oui, c'est encore un sujet en fait. Et comme disait Céline, dès qu'on lâche l'affaire, ça devient un gros sujet. Parce qu'on se rappelle toutes que les expertes, pendant le premier confinement, de mars à mai, 17%. Hein, elles sont passées à 17%. Donc oui, dès qu'il y a une petite crise, ça revient. Donc il faut rester vigilante. Valérie, on parlait des experts. Vous avez senti ça? Une baisse de... Oui, d'ailleurs, en fait, on avait été aussi interviewés dans le cadre de l'enquête qui a été menée à ce moment-là. Et oui, c'était très net. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi un petit flottement avec ce confinement qui a quand même pris tout le monde de court. Il y a eu un flottement avant que les choses peut-être se recalent différemment avec le développement des visios, etc. Enfin, nous, on l'a vécu pour l'association. On était quand même assez axés sur des formats plus présentiels, etc. Et finalement, le confinement nous a donné un peu une opportunité de développer nos actions autrement, avec beaucoup de webinaires en ligne, qui ont d'ailleurs très très bien marché tout de suite. Et puis maintenant, on est en train de lancer une chaîne de podcast aussi, avec un partenaire qui est une agence de communication, Underby, qui nous a fait en fait on a commencé petit avec 8 podcasts dans lesquels on interviewe des femmes qui ont pris la parole dans les médias et qui
disent en fait voilà, quels sont les obstacles auxquels elles se sont heurtées, comment elles s'y sont prises pour arriver à franchir ces obstacles, etc. Dont Mercedes Serra, qui est toujours très, qui est toujours très agréable à écouter et qui a une énergie très, très communicative. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Céline, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir plus de femmes dans les rédactions, notamment à des postes de décision? Est-ce que ça change les choses dans la manière de traiter l'information? Ah non, je ne crois pas. Pour moi, le sujet, je ne pense pas qu'il y ait un essentiel féminin et qui ensuite diffuse d'une manière particulière. En revanche, ce qui pour moi est important finalement, c'est qu'il y ait un maximum de mixité, pas d'ailleurs seulement hommes-femmes, qu'il y ait des points de vue, qu'il y ait des, voilà, au fond, fabriquer de l'information, ça veut dire aller au-devant d'un monde pluriel et de beaucoup d'enjeux, et plus les regards qui sont portés sur le monde sont divers et variés, et plus on va faire une information riche, épaisse, voilà, et on va avoir une sensibilité à des choses, on va avoir un regard par son propre parcours. Et encore une fois, dans la diversité, il n'y a pas seulement la diversité homme-femme, il y a toutes sortes de considérations. Et puis après, plus généralement, dans les entreprises, et au-delà de ce qu'on peut faire dans une rédaction pour faire de l'information, il y a aussi le fait que essayer d'avoir de la mixité, essayer d'avoir des femmes par leur parcours. Elles ont vécu des choses différentes, elles ont des points de vue, une manière d'aborder les choses différentes, et c'est cette richesse-là dont on a envie et besoin, et puis c'est aussi leurs considérations, leurs préoccupations, leur point de vue, leur sensibilité qui doit être intégrée dans les parcours, dans les choix professionnels. Voilà. Moi, quand on est la seule femme dans une réunion, soit sur de l'information, soit sur du management, des questions de ressources humaines, cette manière de voir le monde, elle est trop peu représentée, trop sous-représentée, et elle a du mal à se faire entendre. On a plutôt tendance, quand on est seul et unique sur un modèle, à se ranger au modèle général. Quand on est nombreuses, on a cette capacité d'influencer, de se soutenir, de s'encourager, voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, le sujet, il est vraiment aussi, pas seulement que des parcours singuliers de femmes puissent émerger, mais qu'il y ait aussi le nombre pour que tout ce qu'on a pu construire dans son parcours d'un peu différent soit pris en compte. François, en production? Je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Il faut que ça infuse. Donc, pour que ça infuse, il faut qu'il y ait une mixité. Et il faut qu'il y ait une diversité aussi. Donc ça, c'est le sujet d'après. C'est la diversité et l'ouverture d'esprit globale qui doit être représentative de la télévision. Aujourd'hui, on dit que le média est vieillissant. Alors, on fait encore des gros coups quand il y a des grosses actualités. Mais globalement, tout le monde se plaint de ce vieillissement. C'est pour ça que nous, on appelle à la modernisation de ce média. Et il doit être plus représentatif à la société. Et ça peut se faire vraiment en douceur. Il n'y a aucune contrainte à faire ça. C'est juste une prise de conscience et une décision collective de dire maintenant, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Et ça partira par l'impulsion qu'en donne, comme le fait Racine, qui a de très bons chiffres, sur tous ces quotas femmes. Parce que c'est très dur, l'actu. Il faut mobiliser tout le monde, etc. Donc, on voit bien que quand il y a une volonté qui vient d'en haut, ça se fait et sans faire de tort à personne et sans piquer la place à personne et sans rejeter personne. Mais l'inverse n'est pas totalement vrai quand on met une concentration de pouvoir. On est quand même une société patriarcale, mine de rien, il y a encore des stigmates. Et donc, quand on met une concentration trop forte dans les mains d'hommes, la femme, elle est reléguée à cette éternelle image. Et je pense qu'ils le font même inconsciemment, c'est ancré. Donc ça doit bouger. Parce que je le vois bien, nous là on est en train d'organiser une signature. On a élaboré avec la contribution de plusieurs médias, des grands, les plateformes, le CNC, l'INA, tout le monde s'y est mis et on a dit ça suffit. La parité, ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas d'outils, on va vous donner des outils, vous allez pouvoir piocher dedans. Et à partir de là, la première chose, parce qu'on compte les femmes, on travaille avec l'INA, on travaille avec d'autres sociétés, on compte, on est basique, on fait des constats et après on va chercher des solutions. Donc c'est pas que de la faute des hommes, c'est aussi la faute des femmes, elles doivent se remettre en question, elles doivent travailler, on doit les former dans les écoles, on doit les aider avec les problématiques de congé maternité, etc. pour qu'elles ne soient moins handicapées. Donc c'est un travail collectif. Mais on voit bien que si on ne bouge pas collectivement ça, on en reviendra toujours au même modèle et à la même organisation. Et donc, quand on est en train d'organiser cette charte, on a une mobilisation totale, tous les médias nous rejoignent,
Mais alors, je vous assure, en 1 heure, un coup de fil, tout le monde nous rejoint. On signe au ministère de la Culture avec la ministre Roselyne Bachelot et Elisabeth Moreno. Mais il y a quand même une petite blague. Oh bon, bah alors les filles, c'est quoi la prochaine étape? Bah rien, en fait, c'est ensemble. Il n'y a rien, il n'y a pas de contrainte, on ne vous oblige pas. On vous demande juste, est-ce que vous voulez nous aider à moderniser le PAF? Donc voilà, cette négociation, elle se situe plutôt là, et sans contrainte, mais en même temps, s'ils n'ont pas, eux, une prise de conscience, ça ne changera pas. Et comme disait Céline, la vigilance, elle doit être de tous les instants pour remettre à chaque fois. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent que ça change. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il y a beaucoup d'hommes qui veulent que ça change. Il y a beaucoup d'hommes qui ont basculé ces 2 dernières années, ce qui n'était pas le cas avant. Vraiment, je le vois, il y a un vrai changement, il y a une vraie volonté, il y a des vraies politiques RH qui se mettent en place, c'est plus un tabou. C'était gênant au début, vous imaginez, on est 51 ou 52% de femmes en France, et on vient, on dit, excusez-nous, est-ce qu'on peut avoir notre petite place, nous aussi? Ah là, vous êtes pénible. C'était gênant quand même. Y compris, tu viens de dire ces fameux 52%, ce qui est une réalité, y compris dans les sujets qui sont traités. Oui, alors, bizarrement. Alors après, on s'est rendu compte, alors la deuxième, il y a toujours un effet pervers quand on compte. C'est pour ça qu'il faut laisser du temps. On avait cette discussion. À la fois, c'est pas vieux, et à la fois, on a fait un grand chemin quand même. Mais il faut laisser du temps, mais il ne faut pas lâcher. Donc on voit bien que quand les femmes sont mises sur les plateaux, elles parlent moins longtemps. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le CSA. Donc, ok, elles sont sur ce plateau, on leur coupe la parole. Alors, il faut mettre des filles qui sont extrêmement virulentes pour qu'elles s'imposent. Du coup, ça donne une image incroyable. Donc, c'est cet équilibre qu'il va falloir qu'on trouve maintenant, qu'il va falloir qu'on peaufine. Mais je pense que ça va aussi partir avec la capacité des femmes de se prendre en main et de dire non, mais je suis aussi légitime qu'eux pour aller parler de ça. Parce que la question des experts, c'est un vrai problème. Toutes les associations travaillent sur la question des experts. Moi, j'ai noté qu'il y avait seulement 20% des experts qui intervenaient qui sont des femmes. Oui. Alors, apparemment, il y a des chiffres qui sont publiés ce matin par l'ARCOM qui sont meilleurs que ça. Il semblerait que ça soit effectivement que ce pourcentage est augmenté, puisque le chiffre qui m'a été donné ce matin, c'était 43%. Donc, par rapport à 2016, c'est une progression de 13%. Enfin, je sais pas, je dis juste les chiffres qui sont apparemment publiés ce matin. J'espère que je ne me trompe pas. Mais ça progresse, effectivement. Après, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a aussi de nouveaux outils qui sont développés, notamment des outils d'intelligence artificielle, parce que je crois qu'il y a un chercheur à l'INA qui travaille sur ces outils d'intelligence artificielle, et qui montre que derrière cette amélioration réelle, quantitative, il y a des sujets qui subsistent. Si on rentre un petit peu plus en finesse et dans la profondeur du sujet, effectivement, on se rend compte que le temps d'exposition visuelle des femmes est inférieur à celui des hommes. C'est-à-dire qu'on entend plus souvent des voix off de femmes que des voix off d'hommes. On se rend compte aussi que même si elles sont présentes sur les plateaux, leur temps de parole n'est pas exactement identique à celui des hommes, c'est-à-dire qu'on leur donne moins la parole. Et ensuite, quand on leur donne la parole, c'est quand même assez fréquent qu'on la leur coupe. Vous venez de le dire, mais il y a beaucoup de paroles de femmes qui sont coupées. Moi, j'en ai fait l'expérience à titre... D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le podcast là, que j'ai fait pour Vox Femina. Moi, une des premières fois où j'ai été interviewée justement sur un plateau européen, etc., je me suis... effectivement, on m'a coupé la parole, mais ce qui est drôle, c'est que je m'en étais même pas rendu compte moi-même, tellement on trouve ça normal. Je ne m'en suis rendu compte que parce que j'ai fait l'effort après l'émission, de télécharger un petit logiciel de montage pour essayer de reproduire sur la plateforme de Vox Femina mon intervention. Et en fait, j'y arrivais pas. Et c'est à la troisième... franchement, au troisième passage, je me suis dit, ah bah oui, j'y arrive pas, parce qu'en fait, le journaliste me donne la parole, il me la coupe, et puis j'ai été obligée d'aller la rechercher, ce que j'avais très bien fait. Enfin, j'ai eu aucun problème à reprendre la parole après qu'il me l'ait coupée, et je pense que lui d'ailleurs ne l'a pas du tout fait intentionnellement, au contraire, enfin je suis sûre que non, mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les mœurs, qu'en fait, on s'en rend même pas compte. Je veux dire, si moi-même, je me rends pas compte qu'on coupe la parole, c'est un truc de fou. Enfin, voilà. Et puis, l'autre chose dont j'ai d'ailleurs aussi souvent fait l'expérience à titre personnel, c'est le fait que ce que l'on dit quand on est une femme qui s'exprime sur des sujets sur lesquels on a une expertise, est très souvent inaudible
avant d'avoir été reformulée par un homme. Hein, ça, alors moi j'en ai fait l'expérience, j'ai été pendant 6 ans membre du Conseil de l'Ordre au barreau des Hauts-de-Seine, j'étais en charge de l'organisation du vote des élections professionnelles par vote électronique, et il y avait un problème technique dans la manière dont on organisait le vote, etc. Et en Conseil de l'Ordre, on était une vingtaine de membres du Conseil de l'Ordre, j'avais formulé cette objection que tout le monde a balayée d'un mouvement de main, et quand même j'ai eu la surprise de la trouver entendue dans le bureau du bâtonnier 3 semaines après, parce que l'un des membres du Conseil de l'Ordre s'était approprié ce que j'avais dit et avait été répété. Alors, ah oui, comme le dit le bâtonnier machin, je dis, bah, c'est quand même un truc de fou, quoi. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a quand même ces problèmes qui perdurent, quoi. Et ils sont d'autant plus difficiles, je pense, à traiter. Et je ne dis pas combattre, hein, j'évite le mot combattre, parce que je pense qu'on n'est pas dans un combat, on n'est pas dans un combat contre les hommes, c'est pas du tout ça l'idée, c'est prendre conscience des problèmes et les traiter. Et ils sont d'autant plus difficiles à traiter, ces problèmes, que voilà, ils sont très largement inconscients. C'est-à-dire que les 2 anecdotes que je viens de vous raconter, c'est des choses, au fait, je crois qu'on ne s'en rend pas forcément compte soi-même. Quand on est confronté soi-même à la difficulté, le simple fait de ne pas s'en rendre compte indique à quel point c'est ancré dans les mœurs, quoi. Oui, c'est le petit mépris ordinaire. Ouais. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions et nous inviter à tout moment. N'hésitez pas à vous signaler. Peut-être je peux ajouter Bien une chose sûr. aussi sur les schémas qui sont les nôtres, parce que plus vous allez vers des positions de pouvoir, et plus malgré tout elles sont historiquement occupées par des hommes et encore massivement occupées par des hommes. Donc, dans les cases par exemple politiques, c'est plus difficile d'avoir des visages féminins. Voilà. Et à l'inverse, parfois les femmes ont une expertise sur des sujets, mais des sujets qui ne vont pas être considérés comme de l'expertise. Par exemple, dans cette fameuse crise du Covid, donc à un moment, on s'aperçoit que d'un seul coup, il y a presque plus de femmes en plateau, parce que la crise est passée par là, parce que les grands médecins sont plutôt des hommes. Donc, les médecins qui viennent sur le plateau, il y a quelques femmes, mais très rares, et les quelques-unes, on se les arrache. Bon. Mais finalement, avec le recul, à un moment, je me suis dit, dans cette crise, il y a des femmes qui nous ont énormément aidés, qui sont les infirmières. Les infirmières, elles ne viennent pas en plateau, elles ont une expertise. Enfin, je veux dire, tous les gens qui d'une manière ou d'une autre, ont lien avec l'hôpital, doivent faire l'expérience. Heureusement qu'elles sont là, les infirmières. Enfin, je veux dire, vous voyez que tout ce qu'elles mettent dans notre vie et combien elles nous aident et elles nous apportent. Mais est-ce que c'est une expertise? Donc à la fois, peut-être elle ne serait même pas décomptée comme experte, si on les mettait en tête. Oui, elle est témoin. Elle serait plutôt décomptée comme témoin. C'est au témoin. Alors que ce qu'elles apportent dans l'espace public et à nos vies, c'est massif, c'est énorme. On a tellement besoin d'elles. Et donc, vous voyez, cette notion d'experte aussi, d'un seul coup, elle nous fige dans un schéma. C'est vrai. Et je n'ai pas de réponse simple. Ce que je dis juste, c'est que ce que les femmes savent faire, c'est pas un truc d'expert. C'est dommage, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites. Voilà. Donc, il faut aussi travailler sur ces représentations-là. Parce que le pouvoir, c'est pas non plus toujours exercer telle ou telle responsabilité dans l'entreprise ou tel poste. Vous voyez, il y a la notion d'influence, par exemple, aujourd'hui, qui permet d'amener des nouveaux visages, des nouvelles personnalités qui ont du pouvoir. Donc, il y a toutes ces réflexions-là. Et donc, être une experte, avoir du pouvoir, et tout ça, parfois, quand c'est les femmes, ça passe par d'autres activités et d'autres savoir-faire. Et d'autres. Donc, il faut aussi qu'on... les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes aillent vers des positions dans la sphère politique, dans les grandes entreprises et tout ça, mais il faut aussi que ce qu'elles font, et les métiers qu'elles exercent et ce qu'elles apportent, soient reconnus comme une richesse, comme un talent, comme un savoir. Moi, en fait, c'est tout simplement le reflet de la société, malheureusement. Je pense qu'effectivement, en fait, à notre insu, on vit dans une société qui reste très fortement marquée par un principe de séparation des pouvoirs. C'est exactement ce qu'on voulait dire. Mais c'est un principe de séparation de 2 sphères de pouvoir. Parce que ce dont on ne parle jamais, c'est que du côté de l'intériorité, du domestique, du care, comme disent les anglo-saxons, il y a quand même aussi une sphère de pouvoir qui est un pouvoir féminin. Vous voyez, et cette sphère de pouvoir, en fait, ce serait aussi peut-être intéressant, je ne sais pas, c'est peut-être une piste, de voir comment elle pourrait s'ouvrir à des hommes. Quand on regarde l'heure des mamans dans les écoles maternelles, enfin, je veux dire, je ne sais pas, il n'y a pas un homme, et comment vous voyez la représentation, ça change, mais représentation de la société qu'on donne à nos enfants,
qui sont éduquées par des femmes depuis est l'entrée en importante, maternelle, enfin à la crèche, jusque je sais pas, jusqu'au collège, hein, à peu près, ça devrait donner à réfléchir aussi, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi des portes à ouvrir pour que les hommes aient envie d'investir cette sphère-là. Vous voyez ce que je veux dire? Élever les enfants, par exemple, c'est un sacré pouvoir quand même Ouais, sur une bah oui, société. bah C'est un oui, sacré rôle. bien sûr. Et ils méritent d'être valorisés comme tel. Bien sûr. Françoise? Oui, mais il contribue aussi à l'image de la femme à la maison. Bah, bien C'est sûr. vrai que c'est un pouvoir, mais en même temps, ça contribue à bien entériner ça. le truc. Et une des dispositions que nous avons proposées aussi, en collaboration avec d'autres groupes, c'est, nous, on aimerait, dans notre rêve, ça serait l'égalité congé-paternité. Il y a déjà des avancées qui ont été faites, hein, significatives, mais l'égalité, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est les mêmes chances au moment du recrutement, c'est les mêmes évolutions salariales, et puis à la fin, c'est la même retraite. Et effectivement, c'est le partage du pouvoir à la maison. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes sont prêtes à le partager, ce pouvoir-là, aussi. C'est clair. Valérie, comment faites-vous pour faire émerger des femmes d'influence, justement, pour capter l'intention des médias et pouvoir les faire intervenir Alors, nous, en fait, on a développé des petits moyens au niveau de notre association. Donc, Vox Ménage, juste pour le dire en quelques mots, association créée en 2009. Donc, ça fait quand même un moment qu'on est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye déjà, d'identifier des femmes crédibles comme expertes. Alors, on a fait connaître l'association déjà, c'est-à-dire que déjà faire ce que je disais, ouvrir un peu le niveau de conscience sur le sujet, c'est aussi sensibiliser, si vous voulez, l'environnement à la nécessité de faire monter en visibilité des femmes expertes. Donc ça, l'association le fait à un niveau, si j'ose dire, notre petit niveau un peu institutionnel, en étant très visible dans les médias. On a évidemment beaucoup utilisé Internet et les réseaux sociaux parce que c'est plus accessible. Et puis après, on a développé des actions spécifiques. Pendant longtemps, on a été au Women's Forum, où on était en partenariat avec des grandes entreprises qui nous soutiennent depuis longtemps, que ce soit Deloitte, Orange, BPI France, ça c'est un petit peu varié dans le temps, où on essayait évidemment de rencontrer des femmes crédibles comme expertes et puis de les rassembler dans l'association. On a aussi lancé, mais ça c'est un peu fini parce que on est un peu tombé à court de sponsors étant donné les prix pratiqués par le Women's Forum. Bon. Et puis ensuite, on a lancé un concours qui s'appelle Femmes en Vue, qu'on a mené plusieurs années de suite en partenariat avec des médias. On a eu France Média Monde comme partenaire, La Tribune, on a eu TF1 aussi pendant un moment. Donc l'idée, c'était d'utiliser notre présence sur les réseaux sociaux pour susciter des candidatures de femmes qui s'estiment elles-mêmes crédibles comme expertes, à qui on demandait de nous envoyer un petit selfie dans lequel elles devaient nous décrire, pitcher leur expertise et nous expliquer dans quel domaine elles pensaient que les médias devraient les interviewer. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? On avait une centaine de retours par saison à peu près, à chaque fois. Et ensuite, on réunissait un jury avec nos partenaires, donc ceux que je viens de citer, plus la délégation générale aux droits des femmes, qui nous a d'ailleurs subventionné ce concours pendant 2 années. Et on sélectionnait des lauréates. Donc on a plusieurs promotions comme ça de lauréates du concours Femmes en Vue, qui se voyaient récompensées par une journée de média training en partenariat avec TF1, qui ensuite finalement a décidé de lancer son propre programme en interne et donc qui nous a un petit peu laissé tomber. Donc on s'est redéployé avec des parcours qu'on anime avec plusieurs étapes pour aider les femmes justement à prendre conscience de la nécessité de se rendre visible dans les médias. Et puis on a développé pas mal d'outils, soit en présentiel, soit en format webinaire, sur 2 thématiques qui nous ont paru importantes. La première, c'est ce qu'on appelle pitch and talk. Pitcher, parce que finalement c'est bien de prendre la parole, mais pour dire quoi? Et ça, c'est une vraie difficulté à laquelle on se heurte, parce que beaucoup de femmes ont tendance à prendre la parole, soit soit dans une logique un peu de se mettre en avant pour
comme on le fait pour un processus de recrutement, quoi. Elles vendent leurs compétences ou leur CV, ou si elles sont consultantes, elles vendent leurs prestations de services professionnels, mais c'est pas du tout ça qu'attendent les médias. Donc voilà, donc les aider à comprendre que il faut trouver des thèmes d'actualité dans son expertise et qu'il faut apprendre à les pitcher. Donc voilà, et après, bien sûr, et ça, pour ça, on utilise beaucoup, nous, l'effet groupe, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a beaucoup de force dans un effet miroir. Donc quand on a une vingtaine, ou quelquefois c'est allé jusqu'à 30, 40 femmes ensemble qui pitchent leur expertise sur des sujets d'actualité, c'est très fort d'avoir l'effet miroir. C'est un peu learning by doing. Et puis on a aussi développé des ateliers qu'on appelle tweet and link, parce que c'est pas le tout de prendre la parole sur des sujets d'actualité. Après, il faut aussi il faut utiliser les réseaux sociaux pour diffuser cette parole, d'où le terme tweet and link. Et puis après, on essaye aussi de travailler sur des thématiques qui sont très proches de la visibilité de l'expertise des femmes dans les médias, c'est-à-dire la présence des femmes dans les conseils d'administration. Où là, on est... qui a beaucoup évolué. Qui a beaucoup évolué. Il a fait la loi, ça c'est positif. Qui a beaucoup évolué, donc en fait, la loi, mais bon, là aussi, on a des webinaires régulièrement sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oh, j'arrive pas à le croire. Oui, Laurent. Oui, j'ai une question pour Céline Pigalle. Je voulais savoir, est-ce que le fait que vous soyez la directrice de la rédaction de BFM TV, vous faites un office de rôle modèle pour les jeunes journalistes femmes qui intègrent la rédaction? Est-ce que vous faites office de référente, ou ça leur donne une force supplémentaire et une capacité à se projeter dans leur carrière? Il faudrait leur demander, ça va mieux que moi, mais j'espère que... De renvoyer un document à une autorité, indemnité publiée par le micro-interaction. C'est un texte. Ça, voilà. Parce qu'il vive la technologie. Je crois qu'il a réussi à intégrer votre téléphone. Je sais pas, là, c'est la voix d'une femme, bravo. incroyable. Donc, elle le dirait mieux que moi, je ne sais pas. Parce que ce qui est certain, c'est que plus les rôles ont été occupés, et les places ont été occupées par des femmes, les plus cette possibilité existe. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré comme journaliste, ce n'était pas du tout mon état d'esprit d'aller vers ce type de fonction. J'étais beaucoup plus dans une démarche de grand reportage, enfin voilà. Et à l'époque, c'est Marc-Olivier Fogel qui a soumis, je trouve que là je l'ai retrouvé à BFM TV, mais à l'époque c'était à Europe 1, qui a soumis mon nom pour un poste de directrice adjointe de la rédaction. Et honnêtement, moi ça me faisait absolument tourner la tête, c'est-à-dire que j'ai halluciné que ça puisse même être... voilà, je ne m'étais jamais projetée, j'avais jamais... Voilà. Alors qu'avec le recul... c'est une fonction qui me correspond absolument parce que j'aime passionnément l'actualité et j'adore accompagner les gens, encadrer les équipes, les pousser, les porter. Voilà, j'étais absolument faite pour ça et je l'avais jamais, mais même pas, alors à l'époque, même pas le poste de rédactrice en chef. Donc ce que je me dis, c'est que le fait que les postes aient été occupés... voilà. Et puis après, il y a quand même une autre chose aussi, je trouve, dans le quotidien, ça m'arrive régulièrement que des femmes... journalistes dans la rédaction viennent évoquer certains sujets que d'évidence elles n'évoqueraient pas avec un directeur homme. Et ça, c'est toujours une grande satisfaction pour moi qu'on puisse avoir des discussions sur qui sont périphériques par rapport à l'activité, mais qui vont permettre de continuer, d'avancer en ayant eu de l'espace pour nourrir ces discussions. Je ne sais rien, autour de la difficulté d'avoir un enfant, autour de la difficulté aussi, ça c'est vraiment une chose, c'est des petites choses toutes simples, mais quand le premier enfant arrive, souvent, le schéma est tellement fort aujourd'hui on a un enfant, on travaille, on continue, que quelque part, il n'y a même pas d'autorisation à se dire, oh, c'est quand même compliqué cette histoire, comment on met tout ça en route, donc tout le monde avance et fait comme si... il y a un tel impératif désormais sur le fait que c'est possible, les autres y arrivent, donc quand arrive le deuxième, l'impératif est toujours là, mais alors la réalité du quotidien, elle est là aussi, quoi. Et d'un seul coup, ça devient vraiment massif. Et en même temps, c'est pas du tout parlé, cette chose-là, c'est pas du tout évoqué, c'est pas du tout le côté, wow, là, je continue comme avant, comme si de rien n'était, ça devient vraiment rock'n'roll. Et ben voilà, j'y suis passée. Donc, ce qui est bien, c'est que je me souviens, il y avait un moment dans ma vie où j'avais 3 enfants.
Donc mon petit était vraiment petit, et mon troisième, et je travaillais, j'étais donc rédactrice en chef, je préparais la matinale de repas. Donc je travaillais de 15h à minuit, dimanche après-midi au jeudi soir. Et le vendredi, donc, génial, après m'être un peu reposée le vendredi matin, j'allais chercher les 2 grands à l'école avec mon petit. Et je me souviens, il y avait souvent des femmes qui elles, étaient là plus souvent que moi, qui me disaient que je ne sais pas comment tu fais. Et je me disais que moi non plus. Là, franchement, je ne sais pas comment je fais. Bon, je me lève tous les jours et j'essaie de le faire, et puis on verra bien plus tard comment j'ai fait. Et donc, et honnêtement, parfois je me disais, il faut quand même que j'appelle ma mère pour lui dire qu'elle a dit que ça passait, mais ça passe pas du tout ce truc en fait. On peut être marié, avoir 3 enfants, travailler beaucoup, faire des horaires. En fait, elle m'avait tellement dit, tu te laisses pas arrêter, on y va. Et d'un seul coup, j'étais là, genre, oui, ben là, on y va, mais bon, c'est quand même, waouh, ça pique de partout. J'avais un peu forcé en plus, parce que le 15h minuit, c'est quand même un truc, quand vous avez un tout petit, le réveil, c'est le même, hein, que vous soyez couché à 2h ou bon, voilà, donc c'est vraiment. Voilà, et donc, qu'on puisse de temps à autre partager sur ces choses-là. Après, moi, je ne change pas leur vie, mais je peux dire. Voilà, et puis aussi, je peux dire, il y a une sortie de crise. Il y a un moment où ça pique un peu moins, où c'est moins dur et tout. Et voilà, donc j'espère aussi qu'il y a l'aspect que ces fonctions aient déjà été occupées, et puis il y a l'aspect, oui, je sais. Et donc, même si ça ne résout pas le problème de celles qui y sont, que ça puisse être évoqué, je trouve que c'est déjà, on peut le poser. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand elle me disait, je ne sais pas comment tu fais, je me disais, moi non plus. À part ma mère pour l'engueuler et lui dire tu m'as dit que ça passait mais ça passe pas, je savais pas très bien avec qui partager. François, tu te l'as moi, je veux juste dire, oui, les rôles modèles, vous êtes un rôle modèle pour beaucoup de journalistes, et pas que d'ailleurs, parce que le poste que vous avez est très important pour le bien de la République, de la société, etc. Donc, savoir que vous avez mené ça de front, vous avez eu 3 enfants, c'est de l'ordre de Mercedes Serra, quoi. Donc, je sais que vous êtes un rôle modèle, on ne se connaît pas, hein, mais je sais que vous êtes un rôle modèle, et vous l'êtes pour beaucoup d'entre nous, et c'est très important, ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'avoir des rôles modèles, parce que c'est, sans dire qu'on s'identifie, parce que chacune est différente, chacune a un profil différent, mais c'est dire à ces jeunes femmes qui arrivent, c'est possible, mais c'est vrai que ça demande ça de sacrifice pour l'instant. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à déblayer pour pas qu'en plus, on soit toujours obligé de demander eh oh, est-ce que je peux me mettre à la table? Il faut au moins que ça devienne un peu plus naturel pour que la pression se relâche, parce que c'est la pression de la famille, des enfants, de multitâches, mais c'est aussi la pression de dire toujours. Généralement avec une partie du corps. Je sais pas comment faire pour enlever ce truc-là. Il faut l'éteindre. Je vais l'éteindre, ça va être plus ça. Et donc, pour dire que c'est une pression supplémentaire, puisqu'il faut être toujours au top, on n'a pas droit à l'erreur, il faut qu'on soit habillé, coiffé, il faut que ci, il faut que ça. Donc, voilà, oui, moi j'adore aussi raconter des choses. Plein de toutes les questions qu'on a pu se poser, par exemple, comment on doit être habillé. Enfin, il y a 1000 questions qui, souvent, quand on reçoit un invité, plus l'invité politique est important, et plus je suis entourée de costumes gris, bleu, ou de costumes en tout cas. Donc maintenant, à dessein, je mets une veste de couleur ces jours-là. On voit que c'est pas encore complètement voilà. Et en même temps, enfin moi, comme vous, je suis très attachée aussi à ce que tout ça reste un sujet du quotidien, un sujet dont on peut rire, et voilà, et à partager ça avec les femmes de la rédaction, comment on s'habille, est-ce qu'on met des talons, est-ce que voilà. Cela dit, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, c'est encore une vraie question. C'est une vraie question, oui, bien sûr. C'est un sujet. C'est un sujet. Sans compter les réunions qu'ils font le samedi matin très tôt, très tard le soir pour fumer des cigares. Elles rentrent, elles sont obligées de s'occuper de la famille, c'est compliqué, hein. Bien sûr. C'est vraiment. Robert, moi j'ai une question. Pardon, Robert. Oui. En comparant les médias français actuellement avec certains pays qui soient dans les 2 extrêmes, est-ce que vous pensez que les médias français ils sont arrivés à tout ce qu'ils voulaient par rapport à certains pays qui n'ont pas, ou par rapport à certains pays qui en ont vraiment beaucoup?
Je pense que c'est un peu comme sur les questions de représentativité dans la classe politique et tout ça. On est en effet, on est quand même un pays qui a fait de grands progrès et on n'est pas sans doute les plus vertueux encore. Mais il y a aussi quand même ce sujet qui est très important, qui est la question de, au milieu de ça, pouvoir ou non avoir des enfants. Et de ce point de vue-là, c'est quand même, ça reste un pays assez béni, hein, parce que il y a le sujet de la place des femmes dans l'espace professionnel, et puis il y a le sujet de la place des femmes dans l'espace professionnel, et la possibilité de s'épanouir aussi dans une vie personnelle, notamment avec des enfants. Il se trouve que moi j'ai été correspondante en Allemagne, et je connais bien la société allemande, et voilà, et la relation, et le droit tout simplement, à essayer de mener tout ça de front, même si après parfois ça passe plus ou moins bien et ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, le fait que je trouve qu'en France, ce que je vous disais tout à l'heure, parfois c'est une espèce d'impératif et on fait comme si c'était simple alors que ça ne l'est pas. Mais en contrepartie, il n'y a pas ce renoncement qui est considéré comme une nécessité. Et franchement, il y a quand même énormément de sociétés où c'est encore le cas, y compris des sociétés très développées. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, ma belle-sœur, pour continuer à travailler bien, elle dit non, un enfant, le mieux c'est de ne pas faire comme ça. Je ne suis pas embarrassée dans ma vie professionnelle. Bon, voilà, je trouve que c'est quand même une immense chance de pas avoir à faire ce type de choix. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un pays toujours plein de paradoxes, parce que nous dans le travail qu'on fait, par exemple avec les plateformes, donc les plateformes américaines, elles ont quand même, quand elles prennent une décision, elles sont cliniques, hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème à régler, on prend une décision drastique, ce que l'on ne fait pas forcément en France, on y va par petites touches. Mais je prends l'exemple, alors qui n'est pas dans les rédactions, hein, mais qui m'a semblé très intéressant, et c'est pour ça que je le raconte souvent, parce que je trouvais ça extrêmement moderne. Mais par exemple, Netflix a intégré des personnes pour la diversité, pour la parité, qui sont au comité de sélection de programme, pour savoir si tout le monde est bien représenté. Donc on peut dire qu'ils ont joué le côté, je dirais, commercial, pour être sûr de parler au plus grand nombre. Ils en ont fait un atout pour qu'il y ait une plus grande diversité et une plus grande mixité dans leur programme. Et puis après, quand ils ont vu qu'il y avait quand même un problème récurrent de parité dans les équipes fiction, eh ben, ils ont dit, très bien, on va embaucher les alternants. Donc, ils financent pendant 2 ans les alternants, ils les mettent dans les sociétés de production chez qui ils ont commandé, et ils disent, à la fin, on aura notre retour sur investissement, parce que quand ils reviendront la fois d'après, on aura des équipes paritaires, en tout cas, on mise là-dessus. Donc, à la fois, c'est une société très dure, où effectivement, il y a des choses où c'est compliqué de mener les deux à la fois, puis à la fois, quand ils prennent le problème, ils le règlent assez radicalement, quoi, dans le bon sens. Stéphanie. Oui, alors moi je voulais poser une question sur la place des hommes dans tout ça. Je crois que c'est Françoise Marchetti qui disait qu'il y avait une grande évolution. Je me posais la question si c'était cantonné aux médias, à quoi vous voyez ça, enfin comment vous l'avez constaté. Et puis je voulais faire un lien aussi sur la mixité, enfin l'inclusion dans un sens plus large. Est-ce que c'est quelque chose que vous traitez en parallèle de l'égalité homme-femme, ou vraiment c'est des sujets qui pour vous sont vraiment tout à fait séparés? Ouais, je ne vais pas peut-être avoir toutes les réponses qui vont correspondre à vos questions. Ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mais en fait, je vais juste faire une petite rétrospective de l'association. On découvre en marchant, nous. Nous, on a toutes mené nos carrières grâce à nos aînés, en poussant des coudes, en tapant des poings sur la table, en s'imposant, mais sans à aucun moment se préoccuper de la position des femmes. Je suis la première à le dire, c'est pour ça qu'on ne reproche rien à personne. On a fait comme on a pu, toutes, et puis là maintenant, on est cinquantenaires, un peu plus pour certaines, et on se dit, qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes? Donc l'idée, c'est de dire, on a un peu surfé, je dirais, sur la vague MeToo, puisque à l'époque où il y avait encore beaucoup de journalistes au bureau, elle disait, mais c'est l'enfer dans les rédactions. Donc on a commencé par signer une charte contre le harcèlement sexuel et les attitudes sexistes au travail. Ils sont tous venus, ils ont fait des blagues, ils ont pris conscience, il y a eu un peu toutes les réactions. En tout cas, ils sont tous venus et on sent que, ils ont senti que le mouvement a été en marche quand même. Et très naturellement, le ministre à ce moment-là nous a dit, qui était Franck Riester, nous a dit, les filles, maintenant, c'est la parité, votre thématique. Et il nous a lancé sur voilà, donc on apprend en marchant. Donc on s'est allié avec le CNC, on s'est allié avec l'INA, on s'est allié avec le CSA et on fait des études. Et on s'est dit, pour que les femmes comptent, il faut les compter, parce que déjà, faisons un constat. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des secteurs où c'était dramatique. Et donc on a commencé par faire des tables rondes pour faire prendre conscience à tout le monde, toujours notre idée, notre objectif de dire on infuse, mais après si on prend du recul, ça c'est pour l'association, donc nous on découvre
et on va faire des petites actions où on travaille collectivement. On met toujours les hommes autour de la table pour réfléchir avec nous. Tous ceux qui ont envie d'en être le sont. Il n'y a aucun problème. Puis après, si on prend un peu de recul, ben, c'est ce que disaient Céline et Valérie, pardon, c'est que c'est très récent, en fait, cette question-là. Il y a 50 ans, pile, je crois que c'est en 72, passait la loi sur l'égalité de rémunération. À l'échelle des médias, c'est rien du tout. Donc, et en même temps, ben, il faut en passer par là pour que ça bouge. Et c'est encore pas gagné, puisque quand ils ont publié leurs indicateurs en 2020, seules 25 sociétés qui étaient tenues de publier, seuls 20% étaient dans les critères. Donc, c'est pour ça qu'à la fois, ça bouge, on en parle, et c'est plus un tabou, mais à la fois, il faut pas lâcher, et il faut être malin pour qu'on puisse faire adhérer les hommes sans qu'ils se sentent exclus. Sans qu'ils se sentent rejetés, parce que c'est pas le but, c'est pas le woman power à tout prix. En plus, on a des mauvaises entre nous, donc on se le dit, on en rigole. Donc ça, j'appelle ça l'égalité, par contre. Mais et d'autres grandes dames avant moi l'ont dit. Mais voilà, je pense que c'est assez récent cette prise de conscience, et c'est un peu dans l'air du temps, donc c'est un peu incontournable. Mais en même temps, ça reste fragile. Une guerre, une pandémie, hop, tout le monde disparaît. Mais en même temps, il y a quand même un travail de fond, donc ça sera toujours comme ça. C'est un peu l'histoire de l'humanité, je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie. Et sur la diversité, je n'ai pas répondu sur ce point-là. Comme on est toutes bénévoles et que par ailleurs on gère nos sociétés, c'est un point qu'on est en train de mettre en place, puisque notre prochaine action, ça sera égalité mode d'emploi. Et nous, on est on va beaucoup s'attaquer à la formation. Ce qu'il faut voir, c'est que les femmes sortent plus capées du bac, plus capées de fin d'études, et tout de suite derrière, au bout de 4-5 ans de carrière, elles ont moins de jobs et moins de responsabilités, elles sont moins payées. Donc il faut qu'on travaille avec les écoles, avec comment elles sortent et comment elles sont formées pour qu'elles puissent naturellement ne pas attendre d'être ultra légitimes pour demander une augmentation quand un homme le demande très naturellement. On n'en veut pas aux hommes de le demander, mais on en veut aux femmes de ne pas oser. Donc du coup, c'est ça qu'on va essayer d'aborder prochainement. D'autres questions ? On a parlé des conseils d'administration tout à l'heure et de la loi qui a été mise en place pour que les quotas soient respectés. Est-ce que vous seriez, dans vos différents domaines, pour des quotas ? Alors, dans l'association, il y a un courant qui dit oui, qui est Laurence Bachmann. Il y a d'autres courants qui disent non, on n'a pas un nom catégorique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois d'octobre, on a fait un think tank avec Marie-Claire et la rédaction de Marie-Claire, et on a fait venir 40 personnes, des médias, des producteurs, des syndicats de producteurs, donc des journalistes, des producteurs, des patrons de chaînes, des personnes du RSE dans les grands groupes, l'INA, le CNC, on avait plusieurs panels paritaires, on avait 2 ateliers, et on leur a soumis la proposition avec les 25 points de la charte parité mode d'emploi, et ils ont travaillé un après-midi là-dessus. Et en fait, ce qui est ressorti de ça, c'est que les hommes ont dit, si vous voulez qu'on s'en sorte, les filles, il va falloir mettre des quotas. Et c'est les hommes qui l'ont dit. Donc du coup, c'est arrivé dans les premières dispositions à mettre en place. Mais vraiment, ils ont fait le constat de dire, mais en fait, on ne va pas y arriver si on fait des petites touches et des petites choses. Donc je pense que globalement, l'association se positionne sur des quotas. Alors on est un peu réservé, on dit des quotas provisoires. On cherche un peu les éléments de langage, mais en même temps, c'est parce qu'on rencontre tout le monde et qu'on réfléchit avec tout le monde que peut-être qu'on ne sera pas amené à faire des quotas. Et celles qui sont réservées, quelle est leur motivation ? Quelles sont leurs motivations ? J'en fais partie. Parce que je suis pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience, faire un travail de fond, une prise de conscience, et que ce travail soit chez les hommes et chez les femmes. Et que je pense que je suis peut-être utopique, hein, à la fois je suis un peu rentre dedans, mais à la fois je suis un peu utopique. Mais je me dis, d'abord les quotas, moi je trouve ça humiliant. Je trouve ça dur, quoi, quand on arrive à dire qu'il faut faire des quotas. Je trouve que c'est une négation de nous-mêmes. Il ne faut jamais oublier qu'il y avait quand même un quota qui n'était pas dit, qui était 100% d'hommes. Il existait, hein, on vient de là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on essaie de changer. C'est qu'il y a un quota non dit qui aujourd'hui est peut-être de 80, enfin, dans les positions importantes, dans les entreprises,
il existe. D'ailleurs, sans que, évidemment, il est écrit dans aucune loi, et mais par reproduction, par habitude, on fait plutôt venir des gens qui vous ressemblent, avec qui on a des choses en commun. Donc en réalité, il y a un quota qui est pas écrit, qui est un quota de ce qui est normal. Ça m'avait amusé quand il y a eu le débat sur les réunions non mixtes. Les conseils d'administration, en fait, c'était longtemps des réunions non mixtes. Et souvent, ça gênait personne. Souvent, il y a la sœur, la mère, la belle-sœur. Souvent, ils s'arrangent comme ça, un peu entre eux quand même, encore beaucoup. Hein. Et donc, même s'il y a eu des grosses progressions. Après, ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas que ce type de quota, ce choix-là, il faut évidemment qu'on s'approprie les choses, que les femmes soient lucides, qu'elles sachent que. Et si les choses semblent acquises par des textes, et voilà, on n'est pas suffisamment lucide sur les circonstances, et Delphine Ernotte a mis en place des quotas pour les réalisatrices de fiction, et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'avant, personne ne prenait le pari sur une femme, et quand on prenait ce pari sur elle, on le mettait un homme. Donc on disait, c'est bon, nos chiffres sont bons, c'est à 40%. Puis dès qu'on enlève les hommes, elles sont moins de 20%. J'ai l'impression de balancer des chiffres toute la journée, mais ça nous permet de quand même réaliser ça. Et en fait, elle a dit non, ça suffit, on va mettre des femmes. Et puis maintenant, elle passe au quota, y compris en prime. Donc ça veut dire que ça demande à tout le monde de réfléchir autrement et d'aller chercher des nouveaux talents, et ça mobilise les producteurs qui se disent oulala, si je veux décrocher un truc, il va falloir que je mette des femmes. Donc du coup, c'est vrai que le constat, il est quand même plutôt bénéfique. C'est pour ça qu'on n'est pas contre dans l'association. On est un peu, on trouve ça un peu raide, mais s'il faut en arriver là et si les mecs nous soutiennent, on y va. Alors, l'actualité nous montre qu'il y a une fonction journalistique, en tous les cas, puisqu'on parlait de reportage et de grand reportage tout à l'heure avec vous, Céline, dans lesquels les femmes ont pris une vraie place, c'est le grand reportage. On le voit tous les jours dans la couverture, en tous les cas en télé, du conflit ukrainien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même à la radio, où pourtant, peut-être l'évolution a été plus lente, parce que comme en radio, officiellement, en tout cas, on part plus seul, et parfois avec un technicien, mais c'est de plus en plus rare. Et du coup, le fait d'envoyer une femme seule sur des conflits, c'était peut-être un endroit où c'était... Voilà. Alors que dans la réalité, les reporters sur le terrain, quand ils sont reporters radio, ils ne travaillent jamais tout seuls, ils s'unissent entre eux avec des gens presse écrite, avec des gens de la radio, enfin, voilà. Et donc, puis il y a les fixeurs. Exactement. Donc ça a été plus lent à la radio, mais aujourd'hui, en effet, c'est acté. Et donc, on peut faire évoluer toutes les images, finalement. Ouais, parce que ça, c'est pas... Celle-là, c'était pas rien. Ça, c'est pas rien comme fonction. Ça, et puis elles sont fortes. Hein, quand elles sont très, très fortes. Mais depuis longtemps. Hein. Ouais. Depuis longtemps, on a quand même des grands reporters de guerre et des femmes remarquables. C'est beaucoup passé par là. Patricia Limonière, il y avait pas mal de... Ouais. Depuis longtemps, et respect total. Hein. Ouais. Justement, pour en revenir juste à la... Éléonore, sur les journalistes. Donc, oui, Éléonore Sénécal, journaliste, du coup. Pour en revenir sur les quotas, justement, c'est pas le fait d'avoir justement changé ses mentalités sur les reporters de guerre, sur les grands reporters qui... Ça, est-ce que le quota, justement, n'est pas le fait que ça pourrait nous revenir un peu comme un boomerang en disant, bah, on vous a pris parce que vous étiez un quota. Et je pense que ça, c'est... Je pense que c'est toujours la réserve. Oui, c'est ça. Et plutôt que de prouver... Elle a parlé d'humiliation, je pense que c'est ça. Oui, bien sûr, c'est toujours le même. Oui, c'est ça, c'est vexant. Quand on prend que des hommes, personne ne se sent humilié. Oui, mais normalement, dans la démarche... Voilà, faut qu'on pas ça. Mais quand je dis que le travail vient aussi des femmes, je suis le symbole même. Hein, c'est vrai. Hein. Mais dans la démarche, justement, ces dernières années, ça a beaucoup évolué, qu'on n'arrive pas à une parité totalement égalitaire, mais qu'au moins on avance, et ça fait évoluer les mentalités, et surtout changer les mentalités. Ça veut dire que des femmes comme vous vont peut-être recruter aussi plus des femmes, comme vous dites. Avant, en effet, c'était des hommes qui recrutaient des hommes parce qu'ils se ressemblaient. Mais du coup, on avance comme ça petit à petit. Peut-être qu'on n'avance pas tout de suite, maintenant, rapidement, et pour se dire, demain, on arrive à une égalité parfaite. Mais au moins, les mentalités, les hommes avec qui les femmes travaillent, etc., peuvent aussi changer, évoluer petit à petit, comme les grands reporters. Et donc, voilà, j'ai peur que enfin, en tout cas, c'est un point de vue qu'une question, à vrai dire. Mais ce côté quota, peut-être... pourrait changer ce qu'on arrive à faire avancer depuis ces dernières années en disant oui, bon, bah, du coup on nous a mis un quota, maintenant on nous force, alors que là on était en train d'évoluer à notre rythme tous ensemble. Quoi.
Oui, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, ça reste très fragile. Ça reste fragile en fonction d'une crise. Et la question se pose, c'est pour ça que moi je suis très ambiguë sur ce point-là et je me nourris de toutes ces conversations et de toutes ces rencontres. C'est que, en même temps, quand vous le racontez comme ça, j'ai envie de dire, tant pis si vous passez par les quotas, mais à vous de prouver que vous êtes super bonne. Oui. Et de saisir cette chance, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué cette histoire, c'est très compliqué. Une anecdote personnelle. C'est que pour être une chance, il faut être un quota. Pardon ? Je dis après, ce qui est terrible, c'est de se dire que pour avoir sa chance, il faut être un quota. Voilà, c'est ça que j'ai encore du mal à croire, mais force est de constater, même si les hommes le disent, c'est qu'il va peut-être falloir qu'on y réfléchisse, et que Delphine Arnault, elle a pris des mesures courageuses quand même. Et elle ne s'est pas embarrassée de savoir si c'était humiliant. Elle a fait, et elle a fait pour la cause. Mais pareil, dans les choses un peu ambiguës, une anecdote personnelle, j'ai mon fils qui était en compétition avec une jeune femme, il m'appelle désespéré, et il me dit « mais elle est mauvaise ». J'ai dit, mais combien de mecs ont pris la place à la place de moi et qui étaient mauvais? Ah oui, t'as raison. Et donc, en fait, ils ne se posent pas la question, les jeunes. Ah oui, t'as raison. Faut que je sois encore meilleur. Et donc, il a eu le job et du coup, ça n'a pas été un problème. Mais en tout cas, voilà, c'est dans un... Quand les femmes sont là par prétexte, à elles d'être très bonnes. C'est deux fois, enfin, c'est malheureusement comme ça, mais... Il y a des hommes qui sont très mauvais et on ne leur dit pas ça. Mais je sais, mais je sais, mais j'ai pas la solution. Et par ailleurs, quand on obtient une chance, si vraiment vous ne faites pas l'affaire, on saura vous retrouver. Hein, je veux dire, c'est pas, y compris par le quota, y compris par toutes sortes de systèmes. Si quelqu'un occupe une position, et notamment une femme, où elle ne fait pas l'affaire, on saura s'en souvenir. Enfin, soyez tranquille là-dessus. Il ne va pas y avoir l'incompétence généralisée. Hein, ça reste pas bien. Je me doute. Non, après, c'est vrai que c'est selon les points de vue, selon ce qu'on peut aussi avoir comme retour en face de nous, que ce soit une femme ou un homme, c'est vrai que le quota, ou même en général la place des femmes dans les rédactions, et vous l'expliquez très bien tout à l'heure, c'est toujours un sujet ambigu, et même au sein même de nous, femmes, un peu une guerre intestine, en se disant oui, mais alors si on fait ça, peut-être que ce sera bien, et puis voilà, c'est comme un peu sur le point de vue des combats féministes sur le harcèlement de rue, de dire on va créer des transports en commun spéciaux pour les femmes. Oui, mais non, on va plutôt éduquer les hommes d'abord, et après, est-ce qu'on utilise des solutions de défense, ou est-ce qu'on utilise des solutions par petites touches? C'est toujours le combat intestin qu'on peut avoir en se disant qu'est-ce qu'on fait, quoi, et comment ça va être perçu, et comment on peut réagir. Et je dirais que ce qui a évolué ces dernières années, c'est qu'on peut en parler sans être complètement stigmatisé aujourd'hui. Sans être mis dans la case aussi milichante. Voilà. Mais je suis vraiment frappée sur ce sujet des quotas, qui ne me font pas particulièrement envie par ailleurs, qu'on était dans une société de quotas. Ah oui, dans une société où, encore une fois, par habitude, on reproduisait toujours le même schéma et on nommait toujours les mêmes. Donc en fait, le côté... il se trouve que là, on va le faire de manière ouverte, et donc du coup, on va pouvoir le reprocher aux femmes. Mais dans les faits, il faut vraiment se débarrasser de cette idée. Avoir une chance, en fait, c'est l'égalité des chances qu'on demande. Hein, c'est pas l'égalité des postes. Voilà. Mais ensuite, qu'on ait la possibilité de montrer qu'on peut le faire. Parce que par ailleurs, à chaque fois que vous prenez un nouveau poste, que vous montez une marche, que vous avez une nouvelle fonction, les débuts sont toujours un peu difficiles. Il faut apprendre les codes, il faut... voilà. Mais c'est vrai pour tout le monde. On n'est jamais aussi bon que quand on connaît ses équipes, on connaît sa matière. Voilà, ça prend du temps, pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Et donc, avoir le droit d'essayer et de tenter et de se donner toute la peine qu'il faut pour ensuite réussir. Mais, et pas avec cette petite lueur d'inquiétude. Oh là là, mais comment elle va faire ça? Qui est le préjugé de départ, qui n'existe pas globalement pour les hommes, parce qu'il y a cet aspect de je le connais, je le comprends, il me ressemble. C'est aussi simple que ça. Et donc, vraiment, il ne faut pas intérioriser le côté est-ce que c'est pas un peu honteux d'avoir bénéficié de ça? On se met sur la ligne de départ et puis après on se parle. Mais il n'y a pas de honte à avoir le droit d'être sur la ligne de départ, d'avoir le droit à prendre les postes. C'est vraiment... il ne faut pas intégrer cette notion-là, il faut vraiment la combattre en nous-mêmes, quoi. Après, ça passe par des quotas ou par des politiques actives, enfin, je veux dire, peu importe comment on les appelle, mais ce que je dis, c'est que quand, encore une fois, là, il faut une loi pour que dans les conseils d'administration, il y ait autant de femmes, il ne faut pas s'y tromper. Le sujet, c'est pas
oh, ils nous font la courte échelle. Le sujet, c'est ils se sont tellement fait la courte échelle, ils étaient tellement habitués à vivre entre eux. Et c'est pas agressif de le dire, c'est juste, il faut qu'on change ces schémas pour le bien de tous. Et c'est ça aussi, c'est pas dans une lutte les uns contre les autres, c'est que ces différents points de vue, tout ce qu'on amène de sa propre expérience, de son propre parcours et tout ça, c'est riche, c'est fructueux. Quand tout le monde se ressemble dans la salle et a vécu les mêmes choses, globalement aussi, a éventuellement fait les mêmes écoles et tout ça, ça sèche. Stéphanie, vous avez mais justement, je faisais bien par rapport à la loi Copé-Zimmermann, et on voit bien, je ne sais plus dans quel rapport sur l'égalité, j'avais lu ça, mais on disait, apparemment, la loi Copé-Zimmermann a porté ses fruits, c'est même imparfaite, parfois. Mais par contre, quand on redescend dans les échelons, dans les entreprises, on voit bien que quand il n'y a pas de contraintes au poste important, il n'y a pas de femmes, excepté dans les entreprises qui ont une politique très active pour l'égalité homme-femme. Mais sinon, si elles ne sont pas contraintes, il n'y a pas au poste de direction de femmes. Donc, à un moment donné, moi, j'ai envie de dire, il faut peut-être faire les deux. C'est-à-dire, d'un côté, des quotas, et de l'autre, aussi, continuer à faire ce petit travail, petit à petit, de semer des graines, d'en parler, d'échanger, etc. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est la ligne de l'association. Oui, c'est ça, absolument. La formation, la transmission, la construction des parcours. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'accompagner les parcours aussi. Dans cette fameuse crise du Covid, quand d'un seul coup, les intervenantes sont devenues moins nombreuses, j'étais très frappée à l'inverse, combien les journalistes de la rédaction, parce qu'en fait, elles sont dans un parcours professionnel, et il n'y a pas le premier coup de vent qui les fait basculer. J'avais notamment une journaliste qui rentrait de son 3e congé maternité. Le mari, donc elle avait fait une longue pause avec ce petit. Elle a envoyé le mari et les enfants en Bretagne, chez ses parents ou ses beaux-parents, je ne sais plus. Et elle est restée avec nous pendant le premier mois et demi en plateau, à traiter de toutes les questions autour du confinement, de la santé et tout ça. Et il y avait beaucoup de femmes comme elle qui ont pris ce sujet à bras-le-corps, mais parce que c'était pas du jour au lendemain, elles apprenaient pas à se positionner sur ces sujets. C'était des thématiques qu'elles avaient en tête, de pas tomber dans un trou à l'occasion du premier piège, quoi. Et donc ça, on peut le faire ensemble, avec des convictions partagées, avec dialogue, et d'ailleurs aussi, du coup, avec des échanges sur, on va quand même peut-être trouver un week-end pour un aller-retour en Bretagne, là, même s'il y avait tout le sujet en plus des contaminations et tout, donc voilà, on voulait laisser des environnements un peu stériles et d'un côté et de l'autre, bon, enfin, tout ça était compliqué, mais on pouvait en parler, on pouvait en discuter, ça s'inscrivait dans une histoire. Et si c'est pas dans des parcours construits où on y réfléchit en permanence, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mais ça, c'est quand même un supplément d'âme. Je dirais, c'est pas forcément une structure organisationnelle. Ce que vous décrivez, ça reste un supplément d'âme, le partage, l'écoute, l'empathie, ça reste ça. Je vous rejoins, madame, il faut peut-être les deux. Et par exemple, une disposition qui pourrait marcher, qui est une des dispositions de la charte, c'est de dire peut-être objectiver les responsables de service. C'est-à-dire que sans mettre des quotas, mais de leur dire définissons un objectif que tu pourrais atteindre, et puis donne-nous 1 an, 2 ans, 3 ans. Quel est ton objectif pour l'atteindre, et pour que tu sois dans un truc un peu plus paritaire, un peu plus égalitaire, et sans dire d'obligatoirement mettre des quotas et cette contrainte qui est pas loin, hein, elle est pas loin, hein. Je dis pas qu'il ne la faut pas, elle est pas loin, elle est par là, mais il y a peut-être déjà des petites choses dans les petites touches qui peuvent être faites qui relèvent de ce supplément d'âme. Plus. On arrive à la fin de notre débat. Je vous propose de remercier nos invités pour cet échange constructif. Merci pour l'invitation. Merci à vous, mesdames. Merci pour l'écoute. Et bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.